Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivres.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. Vous avez toujours rêvé de publier un livre. Voilà des semaines, voire des mois et même des années que vous avez envie d'écrire, ou bien vous avez déjà commencé un manuscrit mais ne l'avez jamais terminé. Et quand on vous demande pourquoi vous n'avez pas avancé dans votre projet, votre première réponse est « Je n'ai pas assez de temps ». Alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous les amis. Votre auteur préféré qui publie un livre tous les ans a comme vous une journée de 24 heures. Ni plus ni moins. 24 heures offertes à tous les humains de manière équitable, qu'ils soient des hommes, des femmes ou autre chose d'ailleurs. Dans l'épisode numéro 7 de ce podcast, je recevais Ginette Fotso qui avait donné des clés pour vaincre la procrastination, ce phénomène qui nous pousse toujours à renvoyer au lendemain ce que nous pouvons faire maintenant. La question de la mauvaise gestion du temps peut aussi être un facteur qui vous empêche de réaliser votre projet littéraire. La question est donc de savoir ce que vous faites de vos 24 heures pour ne pas trouver du temps à consacrer à un projet qui vous tient tant à cœur et comment d'autres personnes arrivent à dégager du temps dans leurs 24 heures pour écrire leur livre. Dans cet épisode, je reçois Daline Magnuccio, spécialiste en réinsertion professionnelle et en accompagnement de créateurs d'entreprises, qui va vous proposer 5 étapes essentielles pour dégager du temps pour écrire votre livre. Avec sa méthode simple et pratique, vous n'aurez plus d'excuses. Vous allez pouvoir écrire ou terminer ce livre si vous l'appliquez. Prenez donc de quoi noter et écoutez très attentivement. Très bonne écoute avec Daline Magnuccio. Bonjour Daline. Oui, bonjour Assel. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Je vais très très bien, merci. Donc aujourd'hui, je reçois Daline Magnuccio, avec qui nous allons échanger sur la gestion du temps, notamment comment dégager du temps pour le consacrer à son projet littéraire. Tout d'abord, merci Daline d'avoir accepté mon invitation dans le podcast Le Salon du Livre. Merci Assel d'avoir pensé à moi. C'est avec un grand plaisir que je rejoins ta communauté aujourd'hui. Je présume que tu veux savoir qui je suis et les auditeurs aussi. Avant que tu ne nous dises qui tu es, je dois quand même livrer un petit secret à ma communauté, à tous ceux qui nous écoutent. La belle voix que vous entendez là, c'est la voix de ma petite sœur. Et quand on a une petite sœur comme ça, de qui on est très fiers, pourquoi aller chercher loin pour venir partager son expérience? Donc, merci encore Daline. Maintenant, tu peux te présenter. Donc, merci Assel, ma grande sœur. Donc, au-delà d'être la petite sœur d'Assel, elle vous l'a dit tout à l'heure, je m'appelle Daline Magnuccio, donc je suis née au Cameroun, j'ai 38 ans. Alors, je réside en ce moment en France, en Normandie. En Normandie. Donc aujourd'hui, donc j'ai le plaisir de partager ce petit instant avec vous. Donc j'ai fait mes études au Cameroun, la plus grande partie de mes études. Donc j'ai été scolarisée dans un lycée, le lycée de Bié-Passy au Cameroun, et j'ai fait mes études supérieures à l'Université catholique d'Afrique centrale, où j'ai obtenu un master en gestion d'entreprise. Et donc pour poursuivre mes études, je suis venue
connue en France, où j'ai obtenu un master en management d'entreprise à l'école de management de Normandie. Donc aujourd'hui, je travaille dans l'insertion professionnelle depuis quelques années. Donc au quotidien, j'accompagne des personnes qui ont besoin d'être suivies dans leur démarche de reconversion professionnelle ou de recherche d'emploi. Alors c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui du coaching, même si j'apprécie pas spécialement ce terme-là, mais voilà, on est là aujourd'hui pour aider les personnes qui rencontrent des problématiques d'un point de vue dans leur démarche d'insertion professionnelle. Donc, plus précisément, dans mon travail aujourd'hui, j'ai en charge des créateurs d'entreprises que j'accompagne souvent sur des problématiques spécifiques à leur projet de création d'entreprise. Donc, c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que je voudrais partager ma petite expérience et les petites astuces qu'on pourrait proposer à des personnes qui ont besoin de dégager du temps pour leur projet dans le domaine littéraire. Merci beaucoup, Daline. Alors, est-ce que tu peux me dire ce qui te plaît particulièrement dans le boulot que tu fais actuellement? Alors, tout ce que je fais déjà au quotidien, je l'adore. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est le côté enrichissant des rencontres que je peux faire. Dans mon quotidien, je rencontre des personnes de diverses origines qui ont des parcours professionnels complètement différents. Et le fait de les rencontrer au quotidien, ça me permet de m'enrichir personnellement, mais aussi de voir comment les gens évoluent dans leurs projets au quotidien. Je trouve que c'est valorisant et gratifiant pour ce que je fais au quotidien. Donc de voir par exemple quelqu'un qui vient me voir et qui me dit j'aimerais bien me lancer dans de la création d'entreprise, hein, ça peut même aussi être dans le domaine littéraire, et quelques mois plus tard, de voir que la personne a déjà entamé des démarches, a déjà rencontré des écrivains ou alors des éditeurs éventuellement, ça aussi c'est gratifiant de savoir qu'on contribue, hein, modestement parlant, à faire avancer les gens dans leurs projets. Justement, donc, c'est vraiment ça que j'aime bien. Ok, ben justement, moi je considère qu'un auteur, c'est d'abord un créatif, mais c'est aussi un entrepreneur. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à toi quand je voulais faire cet épisode sur la gestion du temps, parce que quand j'échange avec beaucoup d'auteurs, il y en a qui me disent qu'ils sont bloqués dans l'écriture parce qu'ils ne trouvent pas de temps. Oui. Pour se consacrer à l'écriture de leur manuscrit. Donc, beaucoup ont commencé à écrire, mais ne sont pas allés jusqu'au bout. Et l'une des raisons qui revient très souvent, c'est que j'ai pas le temps. Donc, aujourd'hui, je voudrais que tu nous donnes quelques conseils, quelques astuces que tu as expérimenté aussi dans ton travail pour dégager du temps dans son calendrier et le consacrer à son projet, notamment son projet littéraire. D'accord. Donc c'est vrai que le constat il est là, c'est qu'aujourd'hui on est vraiment happé par notre quotidien. Ça peut être notre vie familiale, mais aussi notre vie professionnelle. Et beaucoup de personnes ont des fois du mal à cadrer ce qu'ils envisagent de faire et aller au bout surtout. Donc je pense à la création d'entreprises ou la création littéraire, forcément les personnes dans ce secteur d'activité-là doivent rencontrer les mêmes problématiques. Donc moi au quotidien, les personnes que j'accompagne, j'essaye de leur donner ces quelques astuces en termes d'organisation personnelle pour pouvoir mener à bien leur projet. La première chose qu'on va définir ensemble, c'est les objectifs que la personne souhaite atteindre. Donc, un élément qui est important dans le projet, c'est déjà de se fixer un objectif au départ.
L'objectif va permettre de donner le résultat précis qu'on souhaite atteindre. Donc, dans le cadre littéraire, si l'objectif c'est d'écrire ou un manuscrit avec une thématique bien donnée, il faudra définir clairement cet objectif-là. Donc, une des choses essentielles en termes de définition d'objectif, c'est qu'il faudrait que l'objectif soit clair, donc vraiment bien déterminé, précis, et que ce soit aussi fixé dans une certaine limite de temps. Sinon, on s'éternise et on a du mal à avancer dans notre projet. Alors, dans notre jargon, on dit qu'un objectif doit être SMART. Donc la SMART, ça fait référence à la petite voiture qui va vite, mais en termes d'accompagnement, un objectif SMART, c'est un objectif qui est mesurable, atteignable, réaliste aussi, et puis temporel. Temporel, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait référence à la limite de temps qu'on peut se fixer pour atteindre son objectif. J'aimerais qu'on revienne un peu sur cet objectif SMART dans le détail, si tu le veux bien. Alors, SMART, S-M-A-R-T, donc ce sont des lettres qui ont une signification bien précise. Alors, si on commence par le S, qui est spécifique, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur ce S-là? Alors, donc le S de spécifique, comme tu disais tantôt, va faire appel à la clarté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment clarifier les choses dès le démarrage, à la fois pour soi, mais aussi pour tous. C'est-à-dire que si on doit partager les éléments de son projet avec quelqu'un, il faut pouvoir l'exprimer de manière très claire. Donc, c'est ce à quoi va faire référence le côté spécifique de SMART. Et pour M, qui est mesurable? Alors mesurable, comme vous le comprenez bien, on va avoir mesure, donc c'est-à-dire qu'il faut pouvoir arriver à des choses qui sont quantifiables. Donc vous pouvez à la rigueur vous fixer des objectifs avec des indicateurs de réussite notamment. C'est-à-dire qu'un élément qui va vous permettre de vous dire que mon objectif, il a été atteint. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut écrire un manuscrit, effectivement, si dès le démarrage, il s'est dit qu'il voulait écrire un manuscrit de 50 pages avec 10 000 mots, à la fin, l'objectif, l'indicateur de réussite, ce sera bien que, voilà, il ait atteint ces 50 pages avec les 10 000 mots. Donc, il faut vraiment que ce soit transcrit de manière, je dirais, chiffrée. OK, très bien. Et le A? Alors, atteignable, comme ça se dit, comme ça peut être dit de manière explicite, c'est-à-dire que il faut se donner les moyens pour pouvoir y arriver. Et ces moyens-là doivent être réalistes. Quand on dit réaliste, c'est vraiment en fonction de nous, de nos contraintes, et ne pas non plus se fixer des objectifs trop ambitieux. Parce que plus on est ambitieux, plus ça peut complexifier la chose. Dans le travail au quotidien, j'ai ma responsable qui dit souvent qu'elle préfère la politique des petits pas. Donc les petits pas qui font référence au fait que c'est un pas après l'autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément viser très haut au démarrage, mais se fixer des petits objectifs pour pouvoir atteindre l'objectif final qui sera l'explosion un petit peu du projet de démarrage. OK, très bien. Et la lettre R? Donc R, là j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est donc réaliste. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de ses contraintes personnelles, de son environnement et puis des ressources dont on dispose. Ça fait toujours appel à ce côté ambitieux ou pas de la chose. Mais il faut rester lucide face aux difficultés qu'on peut avoir et des moyens qu'on dispose pour pouvoir surmonter ces difficultés-là. Donc, en fait, c'est ça. OK. Et la lettre T, pour terminer cette partie de se fixer les objectifs?
Donc le T va faire appel à ce côté temps dont j'ai parlé au démarrage. Donc, ce qui est important dans un objectif SMART, c'est bien de préciser la date butoir, comme on dit le deadline. C'est parce que c'est aussi ce temps-là qui va nous permettre d'ajuster nos différentes étapes dans l'évolution de notre projet. Parce que si on ne se fixe pas une limite de temps, à un moment donné, le projet, il n'avance peut-être pas, ou alors il n'avance pas au rythme qu'il faut, et on a l'impression, on est très vite noyé aussi, hein, quand on ne s'est pas fixé d'objectif de temps, on a l'impression qu'on n'avance pas. Donc c'est important que tout cela soit clarifié dès le départ. D'accord, très bien, c'est assez clair, hein. Et une fois qu'on a fixé ces objectifs, en tenant compte de tous ces paramètres, quelle est la prochaine étape? Alors, pour moi, la prochaine étape, qui est très importante aussi, c'est la définition de ses priorités. Alors, qu'est-ce que j'entends par priorité? C'est vraiment définir définir ce qui va être important pour nous ou urgent. Alors, les notions d'importance et d'urgence, c'est des notions qui sont des fois très proches, mais là, pour le coup, il faut bien cerner dans tout ce qu'on a à faire dans le cadre de notre projet, ce qui va être important et ce qui va être urgent, et pouvoir classer en fait les différentes tâches à réaliser en fonction du caractère urgent ou important. Alors, on va dire que ce qui est important va se déterminer par l'impact que la tâche qu'on doit réaliser peut avoir sur nos objectifs, mais aussi par la valeur ajoutée qu'elle peut conférer à notre projet. Alors, pour faire simple, c'est que l'importance d'une tâche va se mesurer en fonction de l'objectif qu'on aura défini au départ. C'est-à-dire que ce qui va être important dans mon cadre ma création d'entreprise ou mon projet littéraire ne le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre en fonction des objectifs qu'on se sera fixés au démarrage. Et le côté urgent, en fait, va faire appel à tout ce qui est relatif et possible. C'est-à-dire que l'important, ça va s'imposer un petit peu à nous comme étant une nécessité. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas trop le choix, mais le caractère urgent va faire appel au côté temps pour la réalisation de la tâche. Et donc, c'est ces deux éléments-là qui vont permettre de prioriser les choses. Alors, dans la pratique, il y a des outils qui existent. Maintenant, je ne vais pas non plus trop m'étaler là-dessus. Il y a la possibilité de classer ces différentes tâches à réaliser selon 4 critères. Donc, le premier critère, c'est les tâches qui sont importantes et urgentes. C'est celles-là qu'on devra faire en priorité. Donc ça, le classement que je vous donne, c'est vraiment pour pouvoir, à ce moment-là, prioriser ce que je fais en premier, ce que je fais en second et ce que je fais en dernier. D'accord. Donc, ce qui va se faire en premier, notamment, ce sont les tâches qui sont pour nous importantes et urgentes. D'accord. Donc, ce sont des tâches qui sont à faire immédiatement. Donc, elles vont concerner souvent des tâches avec une date butoir, avec des problématiques spécifiques à régler, avec un événement qui est prévu. Donc là, on n'aura pas trop le choix, on n'a pas trop de marge de manœuvre, je dirais, pour pouvoir se permettre de ne pas les réaliser, je dirais. D'accord ? Donc ça, c'est les tâches qu'on doit prioritairement réaliser dans le cadre de notre projet. La deuxième chose, les tâches qui vont venir ensuite, ce sont des tâches qui sont importantes, mais moins urgentes que les premières. Donc à ce moment-là, ce sont des tâches dont on peut planifier l'exécution sur une certaine durée. Donc ça peut être dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel. Donc là, on a un peu plus de marge de manœuvre en termes de planification. Du coup, la notion d'urgence est beaucoup moins importante. Donc là, on a plus de marge de manœuvre dans la planification, même si
au démarrage, la tâche, elle reste toujours importante. OK. De toute façon, dans la priorisation des tâches à réaliser dans le cadre de son projet, ce qui va vraiment être nécessaire, c'est de définir l'importance de chacune des tâches. Mhm. Et l'importance de chacune des tâches, c'est forcément en lien avec l'objectif qu'on se sera fixé au départ. Tout à fait. Mhm. D'accord? Donc, Mhm. il y a toujours un fil conducteur. Mhm. On a l'objectif au départ, mais ensuite, pour atteindre cet objectif-là, voilà les différentes tâches que je me fixe. Et Mhm. dans ces tâches-là, voilà celles qui sont importantes et voilà celles qui le sont moins. Mhm. Très bien. D'accord? Mhm. Donc, une fois qu'on a réalisé les tâches qui sont importantes et urgentes et celles qui sont importantes, mais pas forcément urgentes, on va maintenant, dans un autre temps, gérer les tâches qui sont urgentes, mais pas importantes. Parce que le caractère urgent ne nous permet pas de laisser la chose traîner. OK. Comment Même si comment une tâche peut être urgente mais pas importante? C'est le rapport temps qui a un impact sur le caractère urgent? Alors, c'est le temps effectivement qui a un impact sur le caractère urgent, Mhm. mais l'importance n'est pas forcément en lien avec notre objectif. D'accord. Je OK. prends un exemple, c'est que si on a des enfants, moi Mhm. j'en ai un, et que il doit avoir un rendez-vous chez le médecin Mhm. parce qu'il est malade, et que Oui. bien sûr, moi, j'ai d'autres objectifs qui ne sont pas forcément en lien avec lui directement. Mhm. Cette tâche-là, elle devient urgente pour moi parce qu'il faut qu'il y aille, Mhm. mais en soi, elle n'est pas importante. Par rapport au Par projet. rapport à mon objectif, par Voilà. rapport à mon projet. Mhm. Donc, ça va souvent être, c'est des tâches qui sont souvent en rapport avec les autres. Mhm. D'accord? Puisque Mhm. les autres ne partagent pas forcément les mêmes objectifs que nous. Mhm. Donc, ça vient un petit peu perturber notre système. Mais à ce moment-là, on n'a pas trop le choix de les réaliser puisqu'elles sont urgentes, ces tâches-là. OK, je comprends très bien parce que justement, j'allais te poser la question de savoir comment intégrer la famille, les loisirs, donc tout ce qui est externe à notre projet. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer ça dans notre quotidien? Comment on priorise, je ne sais pas si on dit priorise, hein, comment, comment on rend les tâches prioritaires ou pas qui viennent de l'extérieur? Alors, ça c'est, on va aborder ce point-là tout à l'heure, mais dès à présent, par rapport, hein, pour revenir à notre projet de départ qui est, par exemple, dans le domaine littéraire, on a un projet pour se dégager du temps pour pouvoir avancer dans son projet. Je dirais, c'est toujours la définition de l'objectif. D'accord? Et si notre objectif, c'est vraiment d'y arriver, il faut se donner les moyens d'y arriver. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans tout le système d'interaction qu'on peut avoir, que ce soit de manière personnelle ou même de manière professionnelle, parce qu'il y en a qui travaillent et qui ont quand même ce projet-là, il faut pouvoir donner la place à chacun et pouvoir faire interagir ces différents, enfin, on va dire un écosystème, mais il faut pouvoir faire agir ces différentes personnes dans ce qu'on s'est fixé. Oui. Et forcément, à un moment donné, par rapport à notre objectif, si notre objectif nous tient réellement à cœur, il y a des choses qui, à un moment donné de la vie, vont être pour nous importantes et urgentes. En fonction de comment on évolue dans notre projet, si on veut se donner les moyens d'y arriver, ces tâches-là peuvent devenir moins importantes. D'accord. OK. D'accord. Je vais prendre un exemple de la vie quotidienne. Et puis ça, c'est parce que je rencontre aussi ça au quotidien. Les jeunes mamans qui ont des enfants en bas âge, souvent, quand elles viennent d'avoir des enfants, leur priorité, c'est de s'occuper de ces enfants-là. Oui. Sauf que cette priorité-là, à un moment donné,
elle change. C'est-à-dire Oui. qu'à un moment donné, une fois que les enfants rentrent à l'école, la priorité, elle devient autre. À ce moment-là, elles veulent peut-être se consacrer à leur avenir professionnel. Donc, ce qui était important il y a un mois, 2 mois ou un an, ne l'est plus Mhm. au moment où la personne veut avancer. Donc, Mhm. ça, c'est parce que à ce moment T-là, la personne a décidé d'avancer dans sa vie professionnelle. D'accord, très bien. Donc, une fois qu'on a défini ces priorités, euh, on passe à quelle étape? Alors, on va revenir encore à la notion de temps. Mhm. La troisième étape, c'est définir, se fixer une limite de temps. Mhm. Donc, pour résumer, je me suis fixé mon objectif qui est Mhm. clair, précis. Et Mhm. on avait déjà dit qu'il fallait se fixer une limite de temps. Donc, je Mhm. reviens avec la notion de temps. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut définir un temps déterminé. C'est vraiment une durée consacrée à la tâche. De manière D'accord. factuelle, c'est si je décide d'écrire un article, je peux dire il me faut 7 heures de temps, une journée, une semaine. Pour écrire Donc il cet faut article-là. Mhm. voilà. Donc Mhm. il faut se le définir. Mhm. Et il faut, en plus de se donner un temps déterminé, se fixer une date limite. Donc la date limite, c'est définir un jour précis pour terminer la tâche en question. Mhm. Donc, si on veut revenir, par exemple, dans le cadre de l'écriture d'un livre, on pourrait, par exemple, dire, OK, euh, j'ai envie d'écrire un livre Mhm, et de le publier dans 6 mois, un an, mhm, et pour cela, je dois écrire 1000 mots chaque mhm, semaine. mhm, Je prends des chiffres au hasard. Hein. Je dois écrire 1000 mots chaque semaine. Donc, j'ai déjà bien défini mon objectif qui est de publier un livre dans un an. Et je sais que mhm, ce livre doit avoir un minimum de nombre de mots. Donc, mhm. ça, je mesure déjà, j'ai déjà fixé le paramètre mesurable. Hein, et je me dis, OK, pour cela, il faudrait que chaque semaine ou chaque mois, j'écrive 1000 mots, par exemple. Tout à fait. Et donc, euh, si j'ai bien compris ce que tu as expliqué, ces 1000 mots-là, je dois me dire, OK, pour écrire ces 1000 mots, j'ai besoin de 5 heures. Tout à fait. Et ces 5 heures-là, je les planifie Ben, dans... tu vois, tu es déjà allé à l'étape d'après. OK. C'est bien parce que il y a un fil conducteur, effectivement. C'est Mm-hmm. qu'une fois qu'on s'est donné une date limite et qu'on s'est imposé un petit peu un temps Mm-hmm. déterminé pour réaliser une tâche, Mm-hmm. ben, la prochaine étape, c'est de planifier. OK, très bien. Donc, la planification, c'est vraiment le fait d'être proactif, c'est-à-dire qu'il faut anticiper. Mm-hmm. Et pour ça, alors il y a quelques petites astuces. Moi, j'ai un outil que j'utilise. Alors avant, je l'utilisais pas spécialement parce que bon, quand j'étais plus jeune, je gardais tout dans ma tête. Maintenant, il faut que j'écrive. C'est l'agenda. Les plus D'accord. jeunes, ils ont des smartphones, donc et je pense qu'il y a des agendas dans les smartphones. Mm-hmm. L'agenda permet de matérialiser en fait bloquer des créneaux horaires et se dire, voilà, de telle heure à telle heure, voilà ce que je fais pendant combien de temps. Mm-hmm. Donc ça, c'est une première astuce pour pouvoir planifier. Parce Mm-hmm. qu'en plus, quand on a un agenda et qu'il est visible, c'est un peu un rappel. Mm-hmm. J'ai ça, j'ai telle tâche à faire dans mon planning. Oui, je trouve ça très intéressant parce que il y a quelques jours, j'échangeais avec un artiste et on parlait justement du fait que parfois on se sent un peu débordé par tout ce qu'on a à Oui. faire. Et je lui demandais de m'expliquer un peu tout ce qu'il avait à faire et je me rendais compte que les tâches qu'il trouvait insurmontables, c'était des tâches qu'il n'avait pas mis dans son calendrier. Voilà. Et je me suis souvenu que moi-même, quand je ne mets pas une tâche dans mon calendrier, mon cerveau ne l'intègre pas.
Tout Donc, à fait. cette tâche semble être négligeable. Donc, je la repousse très facilement à demain, Exactement. après-demain. Donc, je trouve très intéressant le fait qu'il faille vraiment, de manière consciente, bloquer un créneau horaire dans son calendrier pour la tâche qu'on veut accomplir. C'est ça. C'est que l'agenda va être vraiment un rappel pour nous. Et il y a ce côté visuel-là qui a toute son importance. Hein. Comme tu disais, le fait de ne pas te le noter, forcément, tu relègues ça au second plan, alors que c'est certainement quelque chose qui est nécessaire et qui doit être fait. Donc voilà, s'acheter un agenda, oui. Et il y a autre chose aussi par rapport à que que j'expérimente avec le fait de noter vraiment toutes mes tâches dans un calendrier à des heures précises, c'est que quand j'ai une demande de l'extérieur, donc de quelqu'un, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être même le travail, je regarde dans mon calendrier si je suis disponible à ce moment-là. Tout à fait. Ce qui fait que personne ne vient occuper l'espace que j'ai dédié à cette tâche-là. Exactement. Donc, voilà. En fait, tu es maître de ton temps. Absolument. Et tous les éléments perturbateurs, entre guillemets, viennent en second plan de ce que toi, tu te seras défini au départ. Parce que les tâches que tu dois mentionner dans ton agenda, c'est des tâches qui, pour toi, font partie de tes objectifs à atteindre. Donc, tu te fixes ça et maintenant, tout ce qui va venir autour va rester secondaire. Donc, c'est déjà, voilà, la priorisation, elle est déjà faite à ces niveaux-là. Et même que quand je dédie un temps dans mon calendrier pour ces autres tâches, entre guillemets, ou alors ces autres demandes externes, je leur fais aussi honneur en même temps parce que j'ai dédié un temps précis à ces personnes-là, à ces demandes-là, qui ne sont pas à cheval avec les autres tâches que j'ai planifiées. Donc, chaque tâche, on parle beaucoup de tâches, mais chaque demande, que ce soit mes propres demandes ou les demandes externes, ont vraiment toute mon attention. Parce que je leur ai dédié à chacune un moment précis pour m'y consacrer. On va jouer un petit peu les médecins. C'est en fait la gestion du cerveau, hein, c'est-à-dire que chaque élément qu'on se définit va avoir une petite place et du coup, il faut réussir à agencer tout ça. Sinon, on est très vite noyé, on est le sentiment d'être débordé, on l'a tous, hein, on le vit tous au quotidien, mais souvent, on se rend compte que effectivement, on se laisse happer par des choses extérieures et les choses qui pour nous sont importantes, on n'arrive pas à trouver le temps pour ça. C'est pour ça que ces petites astuces-là, vraiment, ça prend pas de temps, mais ça permet quand même, voilà, de mettre les choses sur le papier et de se dire, voilà ce que j'ai à faire, voilà comment je peux m'organiser. En fait, c'est ni plus ni moins de l'organisation. Très bien. Donc, on parlait donc de bloquer les créneaux horaires avec l'agenda. Et puis, dans ce que tu expliquais, tu as implicitement parlé de ça. Moi aussi, ce que je conseille souvent, c'est d'utiliser un système de liste de tâches. C'est-à-dire que il faut se lister des tâches par jour, par semaine, pour avoir aussi une visibilité de tout ce qui nous attend et aussi ne pas oublier certaines choses. Alors, j'aime souvent, alors dans mon travail au quotidien, j'incite beaucoup les gens à écrire tout ce qu'ils font au quotidien. Je vais prendre un exemple qui est peut-être pas forcément en lien avec le côté littéraire, mais pour faire prendre conscience des fois aux gens de leurs compétences, je les oblige à les écrire, à écrire ce qu'ils savent faire, les tâches qu'ils peuvent réaliser. Et c'est un outil phénoménal parce que les personnes à ce moment-là se rendent compte, oui, ça je sais faire, je sais le faire. Simplement parce qu'elles ont écrit ces éléments-là. Donc le fait d'écrire,
ça nous permet aussi de visualiser ce qu'on a à faire et de se rendre compte de l'ampleur des choses. Des fois, on peut se dire, voilà, je dois lire un article et faire peut-être un compte rendu de cet article-là. On pense forcément que ça va nous prendre énormément de temps. Donc, on part sur des a priori, alors que si dès le démarrage, on sait exactement le nombre de pages qu'on est à lire et qu'on sait que pour lire une page, je vais prendre 1 heure de temps, au final, on peut se rendre compte que ça ne nous prendra pas autant de temps qu'on l'avait imaginé au départ. Donc, le système de liste de tâches, ça nous permet de visualiser ce qu'on a à faire et justement, en termes d'organisation, de bien réorganiser les choses et à ce moment-là, fixer des créneaux par les réaliser. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter dans la planification qui te semble important? Alors, c'est toujours dans le même ordre d'idée. Un petit conseil que je donne, c'est pour chaque jour de dresser une liste de 3 tâches les plus importantes. Ou encore, en fait, c'est ça, c'est tout ce qu'on a. On a parlé tout à l'heure de la notion d'importance et d'urgente. Donc, ce qui est important dans ce qu'on doit réaliser en fonction de notre projet, il faut définir chaque jour 3 tâches qui sont importantes. C'est-à-dire que c'est des tâches incontournables et pour lesquelles il faut prendre du temps pour les réaliser. Donc voilà, c'est ma petite astuce. D'accord. En plus. Très bien. Et puis, pour terminer en termes d'astuces, j'en ai donné quelques-unes en espérant que ça vous sera bénéfique. Une fois que voilà, on a fixé l'objectif. Ensuite, on s'est donné une limite de temps, on a priorisé, on a planifié. Là, on est maintenant dans la réalisation des tâches. Le conseil que je donne souvent, c'est de réaliser une tâche à la fois. D'accord. Là, on va rentrer vraiment dans l'action, c'est-à-dire réalisation des tâches et l'efficacité. C'est-à-dire que des fois, effectivement, quand on écrit et qu'on visualise un petit peu l'ampleur de ce qu'on a réalisé, on peut très vite être effrayé quand il y a beaucoup de choses à faire. Et je suis sûre que même les personnes avec qui tu échanges sur des problématiques de dégager du temps pour son projet, c'est certainement souvent l'ampleur des tâches qui va leur faire peur. Si on a bien fait son travail de priorisation en amont, et que on est vraiment dans une démarche d'efficacité et de se dire, c'est encore ce que j'avais dit au démarrage, la politique des petits pas. Donc réaliser une tâche à la fois. Pourquoi ? Pour capitaliser aussi notre capacité d'attention et puis notre capacité de concentration. Parce que quand on réalise plusieurs choses à la fois, on est très vite dispersé et on n'est pas aussi efficace qu'on aimerait l'être. Donc voilà, il faut vraiment, oui. Ça veut dire que tu bannis le multitasking alors. Tu déconseilles le multitasking qui a été célébré à un moment. Et on disait que beaucoup de femmes, surtout, étaient très fières de dire qu'elles sont multitasking. Et moi, je me suis toujours demandé comment elles faisaient, parce que moi, ça m'a jamais réussi le multitasking. Alors après, tout dépend des aptitudes de chacun ou de chacune, je dirais. Mais quand on est dans un projet aussi qui va demander quand même beaucoup d'implication personnelle et une certaine rentabilité, entre guillemets, puisque si on veut se lancer dans le domaine littéraire, il faut produire des choses. Il faut être méthodique dans la façon de travailler. C'est-à-dire que le multitasking, ok, pour ceux qui y arrivent, mais quand on doit produire quelque chose intellectuellement, alors moi je parle pour moi, quand je dois produire quelque chose intellectuellement, il est important que les choses soient bien séquencées et qu'on gère les tâches les unes après les autres.
pour vraiment éviter de se disperser mentalement, puisque là je parlais de concentration, c'est très important parce qu'il faut produire des choses. Donc c'est vraiment important de ne pas se disperser pour capitaliser l'énergie qu'on peut qu'on peut mettre dans une tâche qu'on a décidée, même si c'est juste 30 minutes. Vous avez dû voir, hein, dans tout ce que j'ai expliqué, je ne dis pas il faut absolument qu'on prenne 1 heure pour faire ça. Chacun fixe son timing en fonction de ses capacités. Il y a des gens qui travaillent plus rapidement que d'autres, mais au moment où le créneau est bloqué et que on décide de faire la tâche qu'on a définie, on se donne le temps de le faire et on évite, voilà, de se disperser. Maintenant, le multitasking, c'est bon. Je sais qu'en entreprise, c'est ce qu'on attend beaucoup de nous, mais il faut voir aussi quand même que avec cette manière de travailler là, il y a pas mal de personnes qui restent sur le carreau. On voit aujourd'hui beaucoup de burn-out, des choses comme ça. C'est souvent parce que on a un petit peu tiré sur la corde et à un moment donné, on est complètement perdu dans ce qu'on attend de nous. Alors, pour terminer notre échange, qui est hyper intéressant et surtout qui donne des astuces et des conseils très, très, très pratiques qu'on peut appliquer tout de suite après avoir écouté l'épisode. C'est ce que j'aime beaucoup dans cet échange. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que tout le monde peut dégager du temps dans son emploi du temps? Bonne question. Je dirais, alors je vais pas faire ma réponse de Normande, hein, nous on dit pas oui ou non, on essaye toujours de rester au milieu. Mais je dirais oui, mais à certaines conditions. La première chose, c'est avoir envie déjà de le faire. C'est-à-dire que l'envie et la motivation doivent nous pousser à le faire. Et peut-être que la première étape, c'est de la réflexion, c'est de se demander à quel point j'ai envie de est-ce que mon projet me tient autant à cœur ou pas? C'est la première question. Et si on peut répondre à cette question-là, et qu'on se dit oui, mon projet il me tient vraiment à cœur, là oui. À ce moment-là, on s'est déjà donné un petit peu les moyens d'y arriver. La première étape, c'est déjà de franchir, on va dire, cet obstacle-là, alors qui est pas, c'est pas une étape, c'est pas l'étape la plus facile, mais à partir du moment où on a envie d'avancer, de réaliser son projet, de le mettre en route, on se donne les moyens. On se donne les moyens. Alors, ça ne veut pas dire que quand on se donne les moyens, ça marche forcément, puisque il y a des fois des paramètres qui ne dépendent pas seulement de nous. Et puis, il y a aussi des événements, des fois dans la vie, qui font que voilà. Mais souvent, la motivation et l'envie est tellement forte que ça va au-delà des événements qui peuvent, à des moments donnés, nous faire hésiter à franchir le pas. Donc voilà, c'est vraiment la première réflexion pour moi, c'est ça. Maintenant, je ne saurais pas dire plus, mais oui. Ok, très bien. Ça veut dire que normalement, tous ceux qui me disent qu'ils n'ont pas le temps d'écrire ou de terminer leur manuscrit, ils n'ont plus de raison de le dire. S'ils veulent atteindre leur objectif, s'ils veulent réaliser leur rêve de publier un livre, et je suppose que c'est vraiment un rêve qui leur tient à cœur, alors, avec ces petites astuces-là, ils peuvent dégager du temps dans leur calendrier pour trouver du temps pour écrire leur livre. Bon, je l'espère. Et tu m'en diras des nouvelles. D'accord. Écoutez, ceux qui nous écoutent, faites-nous des retours par rapport à ce que vous venez d'entendre. Faites-nous des retours si vous mettez une
une ou deux de ces astuces en pratique. On aimerait savoir comment ça a marché pour vous. Est-ce que ça vous a aidé? Donc, n'hésitez pas à laisser vos témoignages. Vous pouvez le faire sur WhatsApp, vous pouvez le faire par mail, vous pouvez aussi le faire sur la plateforme d'écoute du podcast que vous utilisez. Alors, Daline, dans le podcast, on a une tradition. À la fin de chaque podcast, je pose une question à mon invité, de savoir si tu pouvais effacer quelque chose sur la Terre, qu'est-ce que ce serait? Alors, si je pouvais effacer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Je dirais la violence. Okay. Pas forcément la violence physique, mais beaucoup plus la violence psychologique. Mm-hmm. Parce que malheureusement, la violence psychologique, on la vit au quotidien par les mots. Et on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur les gens. Donc, si on pouvait faire attention à ce qu'on peut débiter comme mot des fois, ça pourrait éviter des situations qui sont des fois dramatiques. Pour moi, oui, ce serait ça. Ok, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos éditeurs avant qu'on ne se quitte? Écoute, c'était un plaisir de partager ce court instant avec eux. J'espère vivement leur avoir apporté quelques petites astuces. C'est pas grand-chose, mais si ça peut déjà être le commencement de quelque chose, j'en serais ravie. Donc, s'il y avait une chose à retenir, ce serait la politique des petits pas. Très bien. Moi, c'est ça qui me guide au quotidien. Avec succès d'ailleurs. Je laisse, oui, je dirais certainement. Sois moins modeste quand même. Voilà, on est arrivé au terme de notre échange et je voudrais dire que Daline nous reviendra de temps en temps dans le podcast pour partager avec nous des astuces, des conseils en ce qui concerne la manière de travailler, en ce qui concerne l'optimisation du travail en général, l'optimisation du temps comme on a fait aujourd'hui et beaucoup d'autres sujets qui concernent le management, parce que vous qui nous écoutez, si vous décidez d'être créatif, que ce soit dans le domaine littéraire ou un autre domaine artistique d'ailleurs, vous êtes aussi des managers parce que vous managez des personnes, vous managez des ressources et voilà. Je vous dis merci pour votre attention et puis on se dit à bientôt. À bientôt, Daline. À bientôt, avec plaisir. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.